Eh bien, c'est un entrepreneur qui s'est installé au Cambodge il y a 15 ans maintenant, et donc qui a suivi ses aspirations, son cœur, et puis on va dire les opportunités qui se présentaient au Cambodge, avec un gros affect pour les métiers en rapport avec la culture cambodgienne. Je suis de Toulouse et je faisais des études de communication politique, et dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai eu un voyage de 6 mois réalisé au tribunal Khmer Rouge. Et à la fin de ce séjour, j'ai vraiment ressenti un attachement particulier pour le pays, donc je suis resté. Je suis resté, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient à construire dans ce pays, et notamment je trouvais que les hommes avaient du mal à trouver des belles adresses pour s'habiller, et donc j'ai commencé comme ça mon parcours au Cambodge en sortant du tribunal Khmer Rouge. J'ai voulu on va dire continuer à habiller des hommes que je pouvais habiller dans le travail, mais là j'ai vraiment continué au sein d'une entreprise que j'ai créée au Cambodge. Le déclic, il est venu du fait que déjà je viens d'une famille asiatique. Ma mère est d'origine vietnamienne, donc du coup l'apparence dans la culture vietnamienne de l'époque était très importante, était vraiment prédominante. Donc j'ai toujours eu cet automatisme d'être très présentable, de pouvoir entrer partout de par mon apparence. Et ma maman m'a toujours en fait préparé des habits qui étaient le matin assortis et en rapport avec la journée que j'allais avoir. Et du coup, en fait, au tribunal Khmer Rouge, je devais habiller des parties civiles, j'avais des avocats du barreau de Paris qui venaient, et j'accompagnais tous ces gens-là, en fait. Et ces gens-là me demandaient toujours où est-ce qu'on peut s'habiller. Donc le déclic, il vient de là. Il vient tout simplement du fait que, tout de suite, j'ai été plein de ressources pour permettre à des gens qui devaient plaider, se présenter, passer à la télé, faire des interviews. J'ai permis à ces gens-là de pouvoir facilement s'habiller. Mais surtout aussi, j'ai commencé à développer des coupes et des designs qui étaient vraiment propres et qui plaisaient. Donc le déclic, il vient de là, il vient de l'opportunité, et surtout du fait que, pour moi, c'est très simple en fait. C'est des choses qui étaient vraiment évidentes, que ces couleurs se mariaient ensemble, que cette coupe était plus favorable qu'une autre à la situation. Alors ça s'est lancé, le tribunal Khmer Rouge, c'était en 2008. C'était vraiment, j'allais chez un tailleur qui était sur Monivong, pas loin du marché central, et c'était le seul qui arrivait à faire mes coupes, celui qui arrivait à comprendre mes dessins. Donc je dessinais de façon très brouillon, et je lui faisais passer ses dessins. Il arrivait à les faire, et au fur et à mesure des mois et des années, j'ai amélioré ses dessins. Et j'ai eu l'opportunité en fait de vraiment décoller avec une vraie entreprise, avec une vraie équipe à partir de 2011. Il y a eu la première Fashion Week du Cambodge en octobre 2011. Et là, la Fashion Week est venue me voir. J'avais des amis en fait qui étaient au courant de ce petit, on va dire, hobby que j'avais, qui m'ont dit: tu devrais vraiment te lancer, tu devrais vraiment proposer une collection. J'ai proposé une collection en novembre 2011. J'ai été identifié comme créateur de mode, colorblind. C'était vraiment un tremplin fulgurant. C'était une bonne surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je faisais ça vraiment parce que j'avais une vision pour l'élégance masculine. Pour moi, un homme devait avoir au moins ce genre de pièces dans sa garde-robe afin de pouvoir, on va dire, optimiser sa journée. Et je me suis rendu compte que en fait, c'était quelque chose qui manquait énormément à Phnom Penh, que beaucoup d'hommes en fait n'avaient pas accès à ce genre de choses, qui devaient voyager, sortir du pays pour avoir accès à ça. Donc tout de suite, ça a démarré. J'ai tout vendu je crois qu'avant Noël 2011, j'ai tout vendu. J'avais plus rien. Aujourd'hui, Colorblind, c'est, on va dire, 7 personnes à l'atelier, et c'est 3 personnes en boutique. Et avant, j'avais pas de boutique. Donc c'est vraiment en 2016 que j'ai eu ma première boutique, ma première vraie boutique dans le centre-ville.
Et là, Christophe, je donne une exclue pour Cambodge Mag. J'ouvre ma prochaine boutique en septembre. Donc, une boutique qui sera plus adaptée au goût cambodgien, aux attentes des clients de Phnom Penh, des clients phnom-pénois. Donc, aujourd'hui, Colorblind, c'est vraiment, bon, je vais pas dire que c'est une machine de guerre, mais ça tourne. On a 2 collections par an. On a un seul point de vente à Phnom Penh, mais on cherche vraiment à pouvoir étendre notre vision de l'élégance masculine. Et puis surtout aussi, on a des employés qui nous sont extrêmement fidèles, qui sont là depuis le début. C'est vraiment impressionnant de voir en fait que on arrive à enraciner un projet dans la ville, à créer une signature. Et aujourd'hui, Colorblind est clairement identifié comme la marque masculine de Phnom Penh. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Quelle clientèle? Alors, on a commencé avec une clientèle très française. On a ensuite basculé sur une clientèle plutôt européenne. Ensuite, on s'est ouvert sur une clientèle, on va dire, nord-américaine. On a eu beaucoup de Russes, beaucoup de Japonais à un moment donné aussi. Et aujourd'hui, on a complètement basculé sur la clientèle cambodgienne et chinoise. Ça s'est opéré, je crois, en 2018-2019. On a eu de plus en plus de Cambodgiens. Aujourd'hui, on a 80% de Cambodgiens. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grande satisfaction. Ça veut dire que je ne fais pas que répondre aux attentes ou aux codes de ma communauté, mais je réponds vraiment aux attentes de la clientèle cambodgienne. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Alors ça, tout simplement, ça vient d'une rencontre. Donc, j'ai rencontré David Minetti en 2012. Donc, c'était il y a 11 ans. Et David Minetti avait une salle de boxe à Phnom Penh. Et je m'entraînais énormément là-bas. Et cette salle, en fait, proposait des sorties de randonnée, des sorties trekking. Et un jour, je suis allé voir David et je lui ai dit il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Je trouve que le projet est complètement sous-estimé, en fait. Et puis, tu es super occupé dans toutes tes activités respectives, toi aussi. Donc, si tu veux, on peut se pencher un petit peu sur l'activité trekking, randonnée. Et c'était il y a 5 ans, c'était en 2018. Et en 2018, c'était pas du tout tendance d'aller faire du camping, d'aller faire de la rando. C'était vraiment, il devait y avoir 30, 50 personnes sur le Cambodge qui étaient intéressées par ça. Et c'est vraiment en 2020, avec le Covid, que là, on a vraiment explosé, que le Cambodge est vraiment devenu une destination aventure pour les Cambodgiens. Donc, C4, c'est devenu la boîte de rando pour les Phnom-Pénois, et ça aussi, on en est très très fiers. Alors, la destination qui cartonne le plus, c'est l'ascension du Mont Ural, qui est le point culminant du Cambodge. Le Mont Ural, c'est 1813 mètres. Ça se fait en 3 heures, 2 jours ou 3 jours. Et c'est vraiment une destination qui est iconique parce que c'est le sommet du Cambodge. Donc on a beaucoup de groupes cambodgiens qui veulent avoir gravi la plus haute montagne du royaume. Mais on a aussi beaucoup de voyageurs internationaux et d'expats qui sont très intéressés par cette piste, qui est une piste en fait qui est vraiment iconique. C'est vraiment le sommet du Cambodge. Donc c'est vraiment une destination, la région d'Oral, qui est vraiment la plus populaire dans notre catalogue. Alors en fait, ça se stabilise. On a de moins en moins de demandes sur de la rando. On a de plus en plus de la demande sur les entreprises qui veulent des week-ends, qui veulent des team building. Et on a de plus en plus la partie conseil qui se développe, où là vraiment on va apporter une expertise auprès des propriétaires terriens, des gens qui développent des hôtels, sur vraiment de l'activité plein air. Donc on n'a pas vraiment une croissance au niveau des activités rando. C'est vraiment au niveau du service aux entreprises que là on a vraiment une explosion de la demande. En fait, quand j'ai commencé à travailler à Phnom Penh, il m'est arrivé des choses. Je pense pas que c'est possible. Donc je me suis dit, il faut que je colle, il faut que je mette ça sur papier, quoi. Il faut que je couche ça. Et mon père m'a toujours fait grandir en regardant Pierre Desproges, en écoutant Pierre Desproges. Donc j'avais cette musicalité des mots, ce petit côté cynique, un peu pédant, cette rythmique en fait de la culture, d'un penchant de la culture française
qui tendait toujours à avoir raison ou ou être un peu dédaigneux. Donc du coup, j'ai tout de suite commencé à écrire ce qui m'arrive au Cambodge avec ce ton un peu ça me concerne pas, c'est vraiment curieux, mais c'est un ton, c'est une façon d'exprimer, c'est avant tout prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive. Donc j'écrivais des choses en fait qui m'arrivaient. Donc à l'époque il y avait des motodop, donc je ferais des motodop, les mecs n'avaient pas de frein, je devais sauter de la moto pour descendre à ma destination. Et du coup j'insultais dans ma tête le chauffeur et puis je me dis tiens ça ferait un bon article. J'avais des rendez-vous pro où je tombais sur des grands rigolos. Pareil, je faisais des articles. J'avais des amis qui venaient au Cambodge, qui se permettaient des commentaires sur culture cambodgienne hyper déplacés. Paf, ça faisait un article. Mais je pense que ouais, ce blog, il a bien fonctionné à un moment donné parce qu'en fait, j'ai touché, je pense, un penchant, un avis que les gens pouvaient avoir, mais qu'ils n'osaient pas dire haut et fort. Mais par contre, bon, ouais, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai eu des commentaires très gratinés. Mais bon, c'était un vrai plaisir d'écrire à cette époque-là. C'était vraiment très agréable. J'ai beaucoup de gens qui je croise encore aujourd'hui qui me demandent c'est quand le prochain article. Parce qu'en fait, on croque le réel. Malheureusement, il y a un affect très particulier pour la culture cambodgienne chez la diaspora cambodgienne, chez les expats et chez les Cambodgiens. Donc c'est parfois, on va toucher une corde sensible. Parfois, on va toucher un aspect de la culture qu'on ne veut pas vraiment aborder. Et moi, je le faisais. Et moi, j'avais pas peur de le faire. Donc du coup, c'est un blog qui m'a ouvert beaucoup de portes. J'étais très lu. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, mais aujourd'hui, j'ai vraiment plus le temps. J'aimerais beaucoup reprendre l'écriture. Mais bon, aujourd'hui, c'est différent. Il y a plus de réseaux sociaux, l'information se diffuse plus vite. Donc aujourd'hui, écrire sur les mêmes sujets avec la même intensité, ça va demander beaucoup plus de travail. Ce qui me plaît le plus au Cambodge, c'est vraiment qu'on a un art de vivre ici, on a un style de vie qui est vraiment inégalé. Je suis allé dans beaucoup de pays dans la région et je trouve qu'à Phnom Penh, déjà, on mange bien, on mange très très bien. Ensuite, les activités culturelles sont plutôt accessibles. Moi, j'adore le cinéma. J'ai accès à des salles de cinéma qui sont vraiment super. On a des activités culturelles comme des concerts, des expos qui sont vraiment sympas. Et puis surtout aussi, on se fait rapidement un groupe d'amis, on est très rapidement intégré, on a très facilement un réseau. Même au niveau professionnel, les gens sont très ouverts, sont très à l'écoute. Et puis même si on n'arrive pas à se rencontrer d'un point de vue professionnel, les gens, on reste en contact, ça c'est vraiment très agréable. Il n'y a pas de côté pressé, il n'y a pas de côté ça m'intéresse pas. Il y a toujours une oreille attentive au Cambodge, ça j'apprécie. Après, ce que j'aime moins au Cambodge, c'est que on est vachement en retard sur notre capacité à s'adapter au changement climatique. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va faire un choc dans les prochaines années. Donc, nous, avec notre activité C4, on voit en permanence en fait des professionnels au sein de leur entreprise qui s'adaptent au changement climatique, qui anticipent énormément. Il y a des choses très simples. Mais par exemple, on sait que Bangkok va être inondé. On sait que le Cambodge est très exposé aussi aux inondations. Et moi, j'ai un amour profond en fait pour le Cambodge. Ça fait 15 ans que je suis là. Et voir ce royaume en fait, on va dire, être conscient des risques, mais être encore à la genèse en fait de cette prise de conscience, c'est quelque chose qui me rassure, mais qui en même temps aussi m'inquiète. Donc, moi, j'ai un amour profond pour le Cambodge. Donc, j'ai envie que le royaume continue à vivre, qu'il puisse continuer à s'émanciper. Donc, ça, c'est l'aspect sur lequel je suis inquiet, quoi.